chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonne semaine à tous et à toutes et bienvenue à l'invité du midi. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Contrairement à cette idée répandue, à savoir que l'homme serait cet être débonnaire et bienveillant envers ses semblables, malheureusement, l'homme est souvent source d'ennui pour ses semblables. Dans les sociétés modernes, on appelle violence urbaine un phénomène d'explosion de violence collective de la part de la population qui s'estime défavorisée, marginalisée, humiliée par l'État et les institutions publiques. Haïti n'échappe pas à ce phénomène. Alors que les agents de socialisation n'ont pas joué leur rôle, je parlais de l'Église, de l'école et de la famille, la jeunesse, en perte de valeur et de repères, manipulée par les politiciens et hommes d'affaires corrompus, sous-éduqués et mal nourris, cette jeunesse est en proie à une violence aveugle, s'érigeant en chef de gang impitoyable. Comment peut-on contrer ce phénomène aujourd'hui? La violence des gangs armés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince trouve-t-elle son explication dans le simple fait que des politiciens ont distribué des armes aux jeunes des quartiers pauvres? Kidnapping, viol, vol et détournement de marchandises, guerre de territoire. Comment explique-t-on l'incapacité de la police nationale à venir à bout de ces phénomènes? Comment comprendre l'inaction du gouvernement actuel face à cette violence? Docteur en sociologie, doyen de la faculté d'ethnologie, Ilionor Louis est notre invité pour ce midi. Et avec lui, nous allons analyser ce phénomène en vue de comprendre les tenants et les aboutissants de cette violence. Bonsoir professeur et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, c'est un plaisir pour moi et je salue également les internautes, les téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission, très appréciée par le public et pour moi c'est tout un plaisir de participer, d'y participer, de faire quelques analyses avec vous. Très bien, oui. On entend beaucoup de gens intervenir dans les médias, la radio surtout, pour parler de cette situation de violence que nous connaissons depuis tantôt, on va dire, les 2 ans, pour parler d'une échéance un peu plus près, mais ça a commencé depuis un certain nombre de temps dans cette société où la violence a toujours été un mode de résolution de problèmes ou encore un phénomène qui est toujours à plonger nous-mêmes là, il n'est pas toujours éclaté, il est là de manière sous-jacente et il est éclaté par moment dans la figure nous et nous ne pouvons jamais joindre les formules pour nous venir à bout de problème ça. Professeur Ilionor Louis, il y a une première l'idée que nous discuter sur lui et que en général on connaît des gens qui débattent dans la société sur question de violence avancée, c'est l'idée que médias, puisque nous avons un média là, télévision notamment, ils ont diffusé un pile film à contenu violent, de films de gang, et que ça a un impact sur la société, comme quoi ça a contribué à créer au sein de la société haïtienne une culture de la violence, une culture de gangster. Bon, premier bagage, moi j'ai dit, on garde sa violence là. OK? Et puis, si nous finissons regarder, on a regardé, ouais, et ça, on dit sur les médias. Pour qui ça, c'est sur les médias acharnés? Alors que les médias, c'est une institution qui gagne dans la société, ce n'est pas la seule institution. La première idée, c'est que il n'y a pas de société sans violence. C'est-à-dire que toute société, pour reproduire tête, et pour dans le mode fonctionnement même, il gagne violence là-dedans. L'homme est de nature violente. Oui, on dit ça, oui. C'est très théorisé sur ça dans le Léviathan, mais je ne vais pas aller dans le débat ça pour l'instant, mais ça me dit c'est que gagner une violence que nous sommes capables de appeler la violence légale rationnelle. Et violence légale rationnelle là, et citoyens ont accepté, conformer avec elle, parce qu'ils reconnaissent l'égalité de tout le monde qui a exercé là. C'est-à-dire c'est une violence qui est exercée par l'État. Et violence légale rationnelle, là, il prend de forme. Par exemple, il prend dans le fonctionnement sociétal, il prend en forme de violence symbolique. C'est-à-dire c'est une violence que les citoyennes vivent, ils connaissent ces violences, ils acceptent
et ils vivent sur le long terme et puis ils reproduisent de manière inconsciente. Et c'est ça qui a fait que le prix gaz l'a fixé à la hausse, c'est que nous accepté, c'est ça qui a fait gagner si nous pas violence basée sur le genre, c'est femmes qui fait garçons, mais garçons battent femmes, mais il y a des gens qui tout. C'est comme si Mdagado là, le pathologique pour me prendre un concept de crime est devenu normal. Mais derrière la violence, la question de la violence légale rationnelle, gagner, nous sommes capables de soulever la violence d'en haut, c'est-à-dire la violence qui est exercée par l'État. Et puis, gagner, dans ce que dit tout à l'heure, dans l'introduction, surtout la violence d'en bas, c'est-à-dire la violence entre les citoyens. C'est des formes de violence des chefs de gang, c'est des formes de violence, une femme qui bataille en femme pour un nègre qui bataille pour une femme, ou bien des gens qui bataillent pour un lisiété, de bagages comme ça. Un policier pareil, pour des femmes. Exactement. La violence pour un cas concret. Exactement. Mais ça intéressant dans causer ça, c'est que qu'est-ce qui est derrière la violence d'en haut, qu'est-ce qui est derrière la violence d'en bas. Et pour nous comprendre, il faut regarder les rapports, il faut regarder les rapports dans la société, c'est-à-dire les rapports sociaux. Quels sont les types de rapports sociaux nous en fassions? Nous en face de rapports de divers types, nous gagnons les rapports de domination et d'exploitation, nous gagnons des rapports de coopération, nous gagnons des rapports de solidarité. Tout. Il se trouve que rapport de domination et d'exploitation, ça qui détermine, c'est qui est-ce qui contrôle bien, qui est-ce qui contrôle les richesses, qui est-ce qui a accès à bien, qui est-ce qui a accès à richesse, et comment ils arrivent à exercer influence, force sous l'État, pour que gagne une violence qui mettait en place, qui allait dans le sens de défense intérieure. Et c'est à partir de là, nous comprenons, et c'est là pour nous aller, pour nous comprendre violence et forme de violence, par exemple, que nous avons là au Konya. Et forme de violence que nous avons là, effectivement, pour me arriver sur la question que posée tout à l'heure, il faut que nous regardions la superstructure sociétaire. Et superstructure sociétaire, c'est que nous avons besoin et médias, effectivement, là-dedans, ça n'a pas de doute là-dedans. Nous avons besoin de famille, l'école, l'église, etc. Mais surtout qu'en crise, ils ont traversé par une crise profonde, une crise d'identité même de la famille. C'est quoi la famille aujourd'hui? Quand on arrive dans une famille, on te dit qui est composée de papa, maman, petite et famille nucléaire là. Et puis, celui qui devait jouer le rôle de chef de famille, ce n'est pas lui. Ou bien ce n'est pas elle le chef de famille. Il peut arriver que ce soit un enfant qui exerce le rôle de chef de famille. La crise de la famille. C'est très important, ça. Oui, c'est un aspect très Généralement, important. ça peut être l'aîné aussi. Et qui... Exactement. Ouais. C'est que la famille est en crise et parfois les parents aussi qui se déresponsabilisent. C'est-à-dire de papa qui a une petite qui pas prend, qui pas assume responsabilité, ou de maman qui a de petites qui la guerre devant kay belle-mère et puis qui vire de yo. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui en crise familiale, ils sont frappés par des éléments majeurs, le chômage et la misère, etc. Et puis nous gagnons l'Église. Nous gagnons l'Église, moi-même. Qui t'a qu'à jouer un rôle extrêmement important, même avec la famille, pour la prévention de la violence. Mais pour l'impression de plus en plus, il y a des scandales qui ont pété dans l'église, et de pasteurs qui a dit aux jeunes les possédés par des démons, parce que le pasteur il va finalement abuser la jeune fille, ou obtenir des scandales d'abus, de harcèlement sexuel, de grossesse au niveau de l'église catholique, les prêtres, etc., qui entraînent dans des rapports de pédophilie avec... C'est-à-dire l'église aussi est traversée par cette crise-là, il en est de même. Et pour l'école, bon, ça n'en parlons plus, ça nous gagne, qui s'accrétait de l'école aujourd'hui. C'est-à-dire, ensemble d'institutions, ils sont frappés par cette grosse crise, qui est une crise structurelle, qui se traduit par une incapacité constatée ou un refus de l'État pour l'assumer rôle. Pour l'assumer rôle de faire que les gens ils puissent vivre dans une république. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un espace dans lequel nous ne sommes pas, nous ne sommes plus dans une république. Parce que si la république se traduit par cette égalité des droits, eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui... Nous sommes dans une république bananière. Bon, peut-être pire que ça. Mais si ça se traduit par l'égalité des droits, il faut savoir aujourd'hui que
nous, les citoyens, n'ont pas les mêmes droits. La question de l'égalité des chances, la question de l'égalité des places, nous sommes capables de dire que c'est un vœu pieux. Excusez-moi, professeur, est-ce que vous pensez que des sociétés, comme par exemple la société américaine, nous sommes capables véritablement de parler d'égalité des droits, d'égalité des chances? Et est-ce que ça suffit pour faire de nous, et pour nous suspendre en République? Écoutez, si nous parlons, ouais, Genèse République là, même dans la question, tous les hommes, toutes les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est probablement un idéal. Oui, justement, quelque chose en temps vert, mais en réalité. C'est-à-dire que, moi, j'aime l'expression en temps vert là. C'est-à-dire que c'est vers là que nous allons. OK, mais il se trouve que société, la question de l'égalité des chances, c'est un bon vœu pieux, mais gagner dans certaines sociétés, dans certains pays, un standard, un minimum. OK, un minimum qui garantit. On prend le Québec, par exemple, on a parlé de ça tout à l'heure avant de commencer. Oui. Alors, mais si nous prenons les jeunes du Québec, un jeune Québécois, par exemple, il doit 40 000 dollars canadiens comme prêt et bourse pour l'étudier. Et là, il finit, il gagne tout le temps pour jouer de travail, il y a une assistance que les jeunes, une assistance chômage que les jeunes, il y a preuve que la cherche de travail, etc. Il y a un droit que reconnaître à jeunes pour le travail, pour gagner autonomie, pour ne pas obliger d'être là avec les parents. Mais au moins, il y a cette reconnaissance, il y a la reconnaissance au moins de ce droit-là. OK? Mais si nous prenons, mais de même pour les États-Unis, droit pour jeunes, c'est vrai, en pile endetté, et jeunes très endettés, moi songé et il y a un bagage Bernie Sanders est exigé c'est l'annulation des dettes. C'est-à-dire, la République dans laquelle nous sommes, c'est que même ce droit n'est pas reconnu. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, le droit de faire des études. Et après les études, le droit de trouver un emploi. Et parce que un jeune qui étudiait, à partir de ses propres fonds, parce qu'en pile dans jeunes, moi j'enseigne à l'université de Port-au-Prince aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui c'est eux-mêmes qui travaillent pour payer étudiants. Et quand ils ont fini d'étudier, ou du moins au terme de leurs études, même si c'est beaucoup de projets, et quand ils vont postuler pour un emploi, un poste quelconque, on leur demande 5 ans d'expérience. Mais pourtant, pas dans quel côté ou étudier expérience. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des politiques qui visent à faire des stages et permettre de faire expérience pour être capable d'intégrer le marché du travail. Alors, comme je vous dis, c'est que même ce droit-là n'est pas reconnu. Mais maintenant, outre droit pas reconnu, mais c'est justement ce que nous avons comme la discrimination dans l'école, la discrimination dans la naissance, la discrimination dans la société. Le truc, c'est que nous gagnons des enfants, par exemple. Parce qu'il y a une mesure que l'État est capable de prendre, c'est que les enfants ne naissent pas dans la discrimination des classes. Il se trouve qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions de non-reconnaissance comme citoyens parce qu'on ne leur délivre pas le certificat de naissance. Et il y en a qui grandissent sans ce certificat de naissance-là. Et il y en a qui naissent et qui peuvent accéder. Beaucoup de jeunes connaissent en réalité leur vrai nom très tard. Très tard, etc. C'est-à-dire que cette discrimination... dans la zone, c'est la première fois qu'on va à l'école là. Et c'est la première fois qu'on va avoir un rapport avec l'État, que vous le connaissez, mais qui j'ai intérêt. C'est là où on va l'examen 6e année, ou bien parfois c'est là où on va l'examen 9e année pour songer sur des bons certificats de naissance. C'est-à-dire que le droit à l'identité, et comme citoyen, comme individu qui naît dans une société et qui a droit à une identité individuelle, même ce droit-là n'est pas garanti par l'État. Maintenant, si nous prenons l'autre bagaille, c'est que les enfants qui naissent, nous ne sommes pas capables de citer quels sont les droits garantis par l'État aux enfants jusqu'à 6 ans. Parce que jusqu'à 6 ans, on a les kindergarten. C'est un bagage comme si nous avons une sorte d'arnaque pour fouer maintenant poche parents pour prendre comme là. Moun qui a plus comme là, la mettre petit dans un plus gros kindergarten. Et moun ça, il a tout un chemin là fait pour l'école. Donc, ça vient de faire que les enfants naissent dans la discrimination et une discrimination de classe, une discrimination sociale, ils vont grandir là-dessus parce que celui qui n'a pas pu fréquenter une bonne école destinée à la petite enfance, les gens la prend peut-être s'il veut nous place dans le lycée, dans l'école communautaire, donc nous venons l'école à multiples vitesses.
et l'école à multiples vitesses là, est contraire au droit républicain, est contraire à ce que la République prescrit. Et justement, mais ce qui est derrière ça, et ce qui fait que nous sommes dans ça, c'est parce qu'il y a un choix que l'État a fait de défendre les intérêts des nantis, de défendre les intérêts des riches et de s'opposer, de refuser de garantir les droits des populations les plus défavorisées. Et ceci, c'est ça qui matrice toute violence que nous avons là. La matrice de la violence que nous avons là, il sortit dans les rapports sociaux de domination, d'exploitation qui producteurs des inégalités. Je dis à un bel rapport que Oxfam fait sortir, qui montrait que fortune 10 personnes qui plus riches dans le monde, les doublés. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'études qui fait sur le monde qui est plus riche dans le pays. Mais on ne va même pas si riche tout parce que l'activité économique n'est pas aussi formelle que Otakwe. Ouais. Et ça, on a déclaré comme l'argent possédé, on ne doit pas gagner avec ça, on comme l'argent. Absolument, mais là, nous avons des trains de vie. Et là, nous avons des avantages que vous avez. Par exemple, l'on peut mettre un monde riche, il y a des douanes. Oui, ça va là pour notre citoyen encore. Il y a des gens qui connaissent. Et par exemple, pour qu'on positionne, on fonctionne dans l'administration publique là. Donc, parce qu'on positionne, l'administration publique là, il y a une tranche salariale qui est dessinée. Donc, on compte ça à l'air. Et puis, on regarde des trains de vie ça, par rapport avec ça, rentrer comme l'argent. Donc, on va arriver à comprendre rien du tout. Mais ce sont l'autre scandale. Moi, bien quand on prend exemple ça, ce sont l'autre scandale en termes d'inégalité salariale. L'inégalité salariale, c'est encore dans la société noire et dans l'État, dans l'administration publique là même, c'est une preuve, nous sommes capables de dire, palpable de ça, la négation des droits républicains. Ou gagner un monde qui directeur général ou bien qui ministre, salaire officiel yobalia, ça c'est comme si c'est ça pire dérisoire. Mais là on prend ensemble de frais qu'elle gagne et petits cartes, gaz, etc. Mais la personne, tandis que la personne li un salaire de 120 000 gouttes ou bien de 90 000 gouttes, ou bien de 200 000 gouttes comme salaire officiel, mais ils ont 300 000 gouttes, ou bien ils ont 400 000 gouttes. Et ensuite, ils ont pas paquet d'autres frais. Mais la personne tout ça entre tout dans le choix que l'État fait. Exactement. Pour les distribuer richesse de manière inéquitable. Exemple que moi je veux bailler comme inégalité salariale, c'est que moun qui a passé serpillière là, moun qui a passé mop là, moun qui a ouvert barrière, messager, c'est l'autre jour ils ont monté là 17 000 gouttes. Et là au fin prendre un cob là, on peut le toucher 13 à 14 000 gouttes. Qui pas même vaut, on est capable de dire un tiers de ça, on série de gros chefs à recevoir comme l'argent sous ticature. Donc, c'est un exemple flagrant de inégalité salariale. Mais le problème, ce que j'aime dire, ce n'est pas le montant du salaire qui est important, c'est la valeur du salaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce salaire? Qui soit capable de procurer tes toits avec lui. Exactement. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Exactement. Et moi, je crois, justement, son modèle d'application de la violence symbolique. C'est-à-dire que le monde qui a passé mon plat, il connaît très bien, patron a touché 20 fois salaire. L'accepte. Il est le patron, et le patron en fait un petit geste avec lui, bien content, il dit son bon patron. Et moi, je pense que sketch Maurice Sixto dans les Akokoea, son bagage qui... Formidable. Absolument, c'est un texte extraordinaire. Donc, alors, pour moi, retourner dans la question de violence là... Parce que pendant la violence là, Dieu dit ça, il dit que les gens qui subissent violence symbolique là, ils intériorisent la violence là, et puis ils reproduisent par habitus. Oui, ils reproduisent de manière inconsciente. Et là, ils peuvent parler de plusieurs types d'habitus. Il y a des gens qui ont reproduit de violence en tant que femme, ils ont habitué à sexuer, parce qu'il y a des modèles de violence qu'on femme accepter. Ils acceptent parce que c'est femme, malgré le connaissent son violence, ils vivent, ils acceptent et ils trouvent le normal. Par exemple, moi, par exemple, ça avec étudiants, moi, dit si nous avons Darlene, c'est marié avec M. Sauvagère, et Sauvagère ballon soufflette, et puis sa maman lui dit Darlene, rappelle-toi que tu es mariée. Et puis, il y a des sœurs de son église qui viennent lui dire, écoutez, tu es marié dans la langue qui est dans la bouche, qu'on est compte, tu es ensemble.
Et cela, ça fait... Ça, c'est l'appareil symbolique qui travaille. Hein? Il y a des institutions qui base. Donc déjà, ouais, c'est la maman qui représente la famille. Exactement. Et l'Église qui vient en renfort de la violence faite aux femmes. Mais à un moment de la durée, et c'est pour ça que vous avez parlé de République tout à l'heure, et théoriciens contractualistes, eux-mêmes, ils d'accord sur ça, au moment de la durée, il y a la loi qui devrait intervenir. Et on a l'impression que dans le cas haïtien, la loi elle-même, même avec l'autre agent de socialisation, ça entrer dans le processus de confronter violence symbolique. Ça, ben justement, c'est que peut-être faut dans le garder. Autant des juges disent, allez pas faire ça encore. Donc, non, peut-être faut dans le garder Marc fabrique l'État. Parce que la loi ne punit plus. Non, c'est que Marc fabrique l'État même, c'est que l'État n'est pas fait pour défendre les pauvres. Ok. L'État, dans l'origine, il était là pour défendre les vainqueurs et non les vaincus. C'est un appareil fondamentalement bourgeois. C'est ça que fait dire la force est bourgeoise. Mais la violence, c'est que la population elle-même est capable d'organiser, parce que seule la violence peut contrer la violence. C'est-à-dire que la violence qui gagne là, il faut qu'au final, gagnons une violence qui stoppe. Justement, et nous avons des exemples dans toute l'histoire de l'humanité. On va dire ça, vous-même qui étudiez Québec, qui t'avez parlé de révolution tranquille, pour qui ça, et qu'on s'en va là. Bien sûr, et c'est pas parce que tu as une révolution tranquille qu'il n'y a pas de violence. Ah bon? Ah ouais. C'est pas parce que tu as une révolution tranquille qu'il n'y a pas de violence. C'est un bon exemple. Là. Et par exemple, laïciser l'éducation au Québec, mais elle n'est pas faite sans heurts. Laïciser, parce qu'à un certain moment, le système éducatif était contrôlé par le religieux au Québec. Mais René Lévesque, monsieur Parti québécois, mettez maintenant patte là pour bataille, pour travailler pour ça, mais il y a eu de la résistance. C'est pas parce que nous ne pouvons pas prendre les violences seulement parce que modèle Fidel Castro, ou le modèle Che Guevara, ou le modèle Dessalines. Ok? Je dis, gagner de bagaille en Haïti pour le fait de toute façon, même si ce n'est pas ZAM qui prend, mais gagnons une façon que la société est capable d'organiser la jeune résistance. Et résistance, ça, il a fait couler du sang. Parce que rien que dans des manifestations presque... Même avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Exactement. Bon, nous pas même besoin de la donne. Même avec Manif qui t'a dit Jojo Domi dehors. Ou bien même Jean Manif qui t'a dit coup de cop Petro-Caribé. Mais c'est des deux mondes qui t'a dansé. C'est des trucs sound qui sorti. Nèg yo pas même comment ils font cocktail Molotov. Yo pas même comment pour yo ou pas trop ouais sous violence qui fait. Oui, mais à ce moment-là où l'État était sorti appareil violence, c'est contre le monde ça. Exactement. C'est-à-dire que même si nous dans la construction une révolution et tranquille dans le sens Québec t'es fait là dans le contexte là, c'est que il faut pas se mettre en tête que l'État va arrêter les bras croisés parce que l'État qu'on gagne sont l'État qui défend plus intérêt dominant que intérêt dominé. Et l'exemple ça nous gagnons en Haïti. Si je dis nous gagnons de étudiants qui sorti qui mandait que faut doubler budget université publique et faut gagner campus universitaire qui construit dans 3 grands blocs dans le pays le Grand Nord, le Grand Sud et puis l'Ouest, il y a des campus et qui ont demandé logement pour étudiants, ils ont demandé bourse pour étudiants et bon on est système n'a pas prêté comme ça hein. De toute façon, il y a arrêté d'étudiants, il y a mis dans prison. Bon, il y a des étudiants qui étaient seulement occupés de espace pour faire passer des revendications, ils ont fait passer pour voler. Et ils ont arrêté dans eux et ils ont tombé. Ouais, on a besoin de dire. C'est-à-dire que toute lutte pour changement, quitte son lutte armée, ou bien quitte son lutte entre guillemets pacifique, les buter sous résistance, monde qui a un intérêt. Et ça, pas aucun doute là-dedans. Je pense qu'on va s'acheminer vers cela parce que ça nous gagne là en Haïti, il n'est pas capable de rester comme ça. Parce que, et pas aucune négociation ni entente capable de faire rester comme ça. Et c'est capable de mouvements pacifiques, pacifique entre guillemets, avec participation des organisations de la société civile, avec de alliances qui sont capables de chercher avec de l'autre organisation à l'étranger. Et par exemple, la gratuité de l'éducation, une carte de santé universelle pour tous les citoyennes, pour toutes les citoyennes, pour tous les citoyens, et la sécurité pour tout le monde, mais il faut cadeau ça. Je peux mettre moi et professeur Eleonore, et est-ce que vous devez comprendre dans ce dit là que ça n'a pas vécu journée aujourd'hui là comme violence
qu'il y a dans la société, violence notamment des gangs armés, c'est une réponse à la violence d'État, cette violence symbolique qui installait les inégalités sociales. Il faut appeler la déviance par son nom. Oui. Non, il faut appeler la violence par son nom. Et ça, nous est là comme situation. Effectivement, c'est découlé de rapports sociaux inégalitaires, d'oppression, d'exploitation qu'il y a dans la société. Il est clair, si ça nous est là, et que les pas un rapport avec rapport de domination, d'exploitation qu'il y a dans la société, les sciences sociales seraient une hérésie. Parce que partout, côté il y a une minorité et qui est protégée par l'État, une minorité qui fait d'appui sur tout ça que tu as gagné comme moyen pour nous faire comme, pour nous vivre bien, et puis son minorité qui prend ou mettre sur ou à comme ça. Et soit comme ça, c'est justement ce que je dit tout à l'heure, ou capable de joindre de politiciens véreux, ou capable de joindre de monde dans l'oligarchie qui servent avec propre misère ça, dans mettre des âmes, dans manipuler de catégories et dans participer dans une forme de reproduction. Parce que c'est quand même une forme de tentacule de la violence d'État. Absolument. Mais moi-même, je ne pas dire que bagaille qui là, certainement son manifestation, elle a un rapport avec les sociétés d'exclusion et il traduit un malaise social. Il traduit en situation côté le vivre ensemble est compromis. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Mais moi, je des chefs de gang. Parce que première question, de toute façon, nous allons arriver sur les dos. Et à savoir, film que les médias ont diffusé, et qui a un impact. Mais même les médias, ça encore, ils permettent les bandits, les gens qui sont chefs de gang, ils permettent d'exprimer, ou bien monsieur, créer propre canal de communication, puisque nous on temps côté ça vraiment facile. Ils arrivent à parler. Et là, à parler, qui ça veut dire? Ils dit que ils n'ont pas de corps pour acheter des armes, ils n'ont pas de faire des armes, donc ils n'ont pas de voyager. Donc, ils ont presque dit que ils même c'est des innocents, entre guillemets, qui manipulés par des forces politiques et forces d'affaires, et qui mettaient dans cette situation. Donc, eux-mêmes, c'est des têtes à défendre. Qui vont comprendre mode de discours, mode de forme de légitimation non, mais ça serait trop facile. Non, mais ça serait trop facile. Ça serait trop facile pour dire innocent. Ce n'est pas faute moi. Si on camionnette, on bus cap descend Matissan, m'ouvre les âmes sous lit, moi, il y a des gens qui sont gaillés, il y a des gens qui mourent. Ce n'est pas faute moi, ces âmes yote ban moi. Ce n'est pas faute moi. Si on camion ciment, on camion du riz, cap sorti et puis me détourner me prendre pour me revendre à la population même prix pour me faire comme maintenant poche moi et puis pour dire c'est manipuler et que c'est pas trop facile. Non, moi-même c'est pas trop facile pour un monde qui a utilisé du feu pour mettre dans deux quartiers pour bouler mettre du feu dans le quartier surveiller les gens qui sorti là-dedans pour nous tirer nous une population nous un témoignage monde Bel Air. Nous avons un témoignage de Muriel Maya. Et puis après ça, pour même les gens qui ils sont révolutionnaires et qu'ils défendent ça, mais ça serait trop facile. Moi-même, je dis, il faut appeler la violence par son nom, la déviance par son nom, la délinquance par son nom. Évidemment, délinquance, ça, les violences et déviance, ça, il n'est pas sans rapport à la fabrique société que nous gagnons. Parce que ces gens-là qui sont comme ça, ils ne naissent pas violents. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Et il faut que nous suivions processus et mécanismes qui mènent là. Moi-même, je crois que sont fausses excuses. Effectivement, il y a de criminels qui prennent des armes, il y a de criminels qui vendent des armes, il y a de criminels qui mettent des armes dans les mains de jeunes qui probablement pas fin faire étudier ou bien fin faire qui pas capable ou bien au niveau pas capable de continuer ou bien à un certain moment qui ont des difficultés et qui ne pas arriver à résister comme d'autres jeunes à tentation ça, ils ont entré dans là. Mais écoute là, que personne ne vienne me dire que vous êtes innocent et parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous offrir cette arme-là, vous offrir des... Parce que vous auriez pu dire non ou t'es qu'à dire non. On aurait pu l'offrir aussi à d'autres personnes, il n'y a pas seulement qui est dans une situation difficile. Moi je crois que c'est une fausse excuse. Mais ce n'est pas parce que c'est une fausse excuse que la situation ça sans lien avec les inégalités. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À la fin des années 70, on a demandé le Fonds monétaire international, la Banque interaméricaine de développement, des institutions financières internationales, l'USAID,
et une organisation de coopération bilatérale, ils ont demandé à l'État haïtien de surseoir, de réduire ses dépenses sociales. Réduire les dépenses sociales pour faire place au privé. Maintenant, et à ce moment-là, on a commencé par faire place aux ONG. ONG ont commencé à offrir des services que jadis l'État était qu'on offrit. Dans la même période, nous gagnons un bagage qui est les PEPADEP qui arrive détruit et Cheptel pour sec de gagné. Et 1987, nous prenons gagner après le départ de Jean-Claude Duvalier, de la dictature des Duvalier, après la chute de la dictature des Duvalier, nous prenons gagner une application, nous sommes capables de dire, sauvage de politique néolibérale, parce que par le dumping, et toute bagaille ça va concrétiser avec embargo qui mettait soi-disant sous militaire après le coup d'État. Ce qui du coup va mener nous à une destruction de la paysannerie haïtienne qui vient pas productive encore. Ça veut dire que qui ça nous vient comme situation? Nous venons gagner de quartiers qui étaient construits comme quartier qui était de quartier ouvrier, Cité Simone, devenu après Cité Soleil. Nous avons deux quartiers qui étaient quand même en armée de réserve industrielle dans le langage Maxis là, côté Mounzao était capable et à le travail dans l'usine. Et d'ailleurs, à un certain moment, l'USAID a encouragé l'exode rural et information ça, on a besoin de nos livres, George Lewin et David Kinley, aide à la migration, etc. Donc, et il te dit pauvreté en milieu urbain moins grave que pauvreté et en milieu rural. Il t'a encouragé ça. Et ça qui vient de passer, c'est que vous venez gagner à partir de ce moment-là, et l'agriculture paysanne qui est mise en banqueroute, c'est-à-dire en déroute, qui finit, et qui n'est pas capable de résister avec la concurrence internationale, là, et taxes que l'État va retirer sous du riz, par exemple. Sur l'importation. Sous importation, et bien, ça fait que ça nous gagne, nous gagnons plus misère, nous gagnons plus pauvreté. Et quartier que nous gagnons quitté de armée de réserve industrielle dans le langage marxiste là, nous venons donner ça de armée de réserve électorale. C'est-à-dire, nous venons gagner de politiciens qui ont besoin masse citoyenne pour manipuler dans les 1000 gouttes, dans les Ticlérin, dans les Faux Espoir, etc. Et pour nous, ça nous c'est la zone périurbaine de Port-au-Prince. Nous venons gagner une sorte de capitale, et nous venons gagner une sorte de capitale macrocéphale, c'est-à-dire une ville gros tête, pied fin, et qui peuplée de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont nés, Jean-Mounio qu'on dit de jeunes, qu'on dit, ils ont fait tout révoquer. C'est-à-dire que des gens, et parents, grand-père ont perdu poste dans Asco, et grand-père ont perdu poste dans des usines qui étaient gagnées, dans l'usine d'Arbonne, et ils ont même pas joué de travail. Et en pile l'autre monde qui vient sortir en milieu rural ou dans les villes de province, ils viennent établir ici pour chercher travail. Et nous sommes capables de voir un ensemble d'activités qui sont faites à la campagne, qui viennent faites dans la ville. Vendre can calé, vendre cocoyer et cocoyer que mon n'a calé, vendre maïs boucané, vendre là-bas pain bouilli, mais c'est pas des activités économiques urbaines. C'était des activités économiques qu'on fait en milieu rural. Mais ça vient faire nous venons de villes. Exactement, nous venons de villes qui viennent de villes plus nous capable parler de urbanisation ou de urbanisation. Et ben ça les marchés avec conséquences. Les marchés avec conséquences, les marchés avec violence que ville là lui-même la produit. Mais tout bagay ça, il y a un rapport avec l'État qui mettait au rencard, qui vient pas faire investissement dans le social encore, pas gagner investissement qui fait dans l'hôpital, pas gagner investissement qui fait dans le lycée, pas gagner investissement qui fait dans créer logement pour les gens qui ont besoin de logement, pas gagner investissement qui fait dans l'université, dans l'école professionnelle, font visite dans l'école professionnelle, font visite dans JB Dami, qui est à réduit. Donc à ce moment-là, vous avez des jeunes qui sont comme laissés pour compte. Et, livrés à eux-mêmes. Et ils sont victimes d'une violence invisible. Et violence invisible, ça, on l'appelle la violence structurelle. La violence structurelle, c'est une violence qui touche au tripot. Quand vous avez faim, ou pas jouer une côté pour manger. C'est une violence qui touche au intestin. Quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, ou pas même jouer une toilette. Parce qu'il y a un phénomène dans le pays qui vient de basket, qui viennent relayer flonne, qu'il y a des gens qui font leurs besoins dans des assiettes en plastique. C'est-à-dire, quand vous avez soif, c'est que même l'eau, il vous faut 10 gourdes pour boire un verre d'eau.
C'est-à-dire que mais cette violence-là, Encore que c'est tout, et on n'a aucune garantie pas aucune garantie. de bonne qualité. C'est une violence qu'on ne nomme pas, mais qui frappe la citoyenne et le citoyen au quotidien. Trouver de l'eau pour se laver, trouver de l'eau pour étancher sa soif, trouver de la nourriture pour apaiser sa faim, dormir dans un espace où on peut respirer, pouvoir faire ses besoins physiologiques, payer les scolarités de ses enfants et se faire soigner quand on est malade. Mais qu'y a-t-il de plus violent que l'heure où on a besoin pour le faire et que le pas de côté pour le faire et qu'il faut le cacher côté pour le faire non Qu'y a-t-il de plus violent que l'heure où on a besoin de verre d'eau pour le boire? Il n'y a pas un verre d'eau pour le boire, soif la pété gorge. Qu'y a-t-il de plus violent? L'on gagne 2 jours qu'on pas baigné parce que vous pas gagné 20 gouttes pour acheter un bouquet de l'eau. Et moi, je pense que ça s'appelle violence. C'est-à-dire, la violence... C'est la véritable. C'est la violence structurelle. Mais il y a la partie visible de la violence. La partie visible de la violence, c'est justement les jeunes qui forment des gangs et qui tuent, violent, assassinent et qui méritent d'être réprimés. Moi, je dis qu'il faut les réinsérer, il faut les arrêter, il faut les juger, il faut les rééduquer pour être capable de reprendre place dans la société pour fonctionner normalement. Il ne faut pas les tuer. Parce que si vous êtes assis auprès d'une mare et qu'il y a des moustiques qui vous piquent, eh bien, vous pouvez passer tout votre temps à écraser des moustiques sur vos cuisses, sur votre peau. Mais l'essentiel, c'est la mare qu'il faut curer. Il faut s'attaquer à la mare. Et moi, je crois que si on veut venir à bout de cette violence structurelle-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut nationaliser l'État. C'est-à-dire, il faut que l'État que nous avons là, qui est au service... Il faut récupérer l'État. Exactement. Qui est au service du privé, qui est au service de ces gens-là qui possèdent leurs douanes, qui est au service de ces gens-là qui sont ministres, qui sont directeurs généraux. L'État aujourd'hui, c'est un État privé. Privatisé. Donc, il faut que les citoyens s'approprient de l'État, réinventent l'État, l'État républicain, l'État social qui doit se mettre au service de la majorité de tous les citoyens et plus spécifiquement des masses populaires. C'est-à-dire qu'il faut réinventer l'État. Il nous faut un autre État. Parce que l'État qui est là, non, on ne peut rien faire avec. Mais face à cette violence structurelle, cette violence d'État, comme nous souhaitons décrire tout à l'heure là, vous avez 2 types de réactions possibles. Vous avez la réaction des gangs qui est visible, qui a tué les gens, qui quand même a une forme de réponse à cette violence d'État. Et puis, vous avez, dans un premier temps d'ailleurs, la première réaction, c'était essayer de vivre sans l'État. Par contre, si vous suivez ça, les gens ne pas reconnaître que l'État quelque part qui gagne des services pour le bail. Ils ont organisé de façon à ce que eux-mêmes ils arrivent autant que capables et subvenir à leurs besoins. Exemple, ils ont fait des commerces dans la rue, ils ont occupé l'espace la rue, ils ont fait des toits caoutchouc pour la rue, la branche caoutchouc. C'est-à-dire toute une économie de débrouillardise qui est développée. Cette économie maintenant n'est plus possible tant cette violence d'État s'étend à éliminer cette forme de survie que la population a inventée pour être pris. Oui, moi-même, je ne pas dit que yo vinn dit pas besoin de l'État, non. Moi, je dit que c'est l'abandon. Les zones sont devenues des zones de relégation, des zones de marginalité et extrême, et qui se traduit par l'absence des services sociaux de base, qui se traduit par l'absence de toute autorité de cet État-là qui a le monopole de la violence. Et dans des quartiers, moi j'ai fait ma thèse doctorale en partie sur Village de Dieu, et plus spécifiquement Cité de l'Éternel. C'est que ces gens-là, l'histoire du quartier Cité de l'Éternel, ils ont une superbe histoire, parce que c'est des gens qui ont envahi des terrains, et terrains ça, c'était des dépotoirs qui ont été, et la première chose, c'est un déni de reconnaissance. Ils ont été victimes d'un déni de reconnaissance. Et puis, ensuite, ils se sont organisés. Il y avait, au moment où je menais mon enquête, il y avait 13 organisations citoyennes à Cité de l'Éternel. Et ces organisations-là, ils s'étaient arrangés pour faire des démarches auprès des ONG. GRET, c'est le premier ONG qui était construit
de Bonnefontaine dans la cité de l'Éternel. Il y a une cité plus, il y a un comité courant, tout ça. Les gens, face à l'abandon de l'État, ils se sont organisés et je me rappelle bien qu'ils se sont servis des politiciens. Par exemple, ils ont fait de deal avec Kaplume, de deal avec Mano. Et l'aime dit là dans le sens, ils promettent, ils ont fait campagne pour eux, ils ont fait voter, mais moyennant que ni Mano, ni Kaplume, et qu'ils n'ont pas fait déguerpiller dans la zone. J'avais cette histoire-là, c'est les luttes qu'ils ont menées pour la reconnaissance. Non, moi je pense que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'État. C'est comme si tes parents, ton père a abandonné la famille. Il n'est pas là, et maintenant, c'est vous-même comme fils aîné, ou bien c'est les enfants qui sont restés là, et bien vous vous organisez pour remplacer votre père. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas besoin de votre père, vous avez besoin de votre père. Mais lui, il est parti. Et à ce moment-là, il faut vivre quand même, donc vous vous organisez. Donc les citoyennes et les citoyens... Mais ce père-là, il est revenu nous empêcher de vivre, et malgré ça, bon, là, on peut dire ça. Non, mais écoutez, on dit ça, c'est vrai, mais moi, j'ai fait une enquête sur un quartier de Port-au-Prince. Et je me refusais me le doigt pour me dire qu'il quartier à cause de Sambral Dio là. C'est que les quartiers contrôlés par les gangs, c'est que les gangs sont plus violents que l'État dans le rapport avec les citoyens. Tout le monde, quelle que soit l'activité à faire, ou on parti pour payer chef gang. Dans le quartier, ça, le viol et la peine de mort existe. Par exemple, il y a un monde qui viole une jeune fille. Le chef de gang vous fait juger et sous coupable, il fait fusiller. Donc c'est extrêmement violent. Les gens, ils ne peuvent pas jouer de leurs droits civils et politiques dans les quartiers contrôlés par les gangs. C'est-à-dire toute réunion qu'a faite, parce que chef de gang, chef suprême, il y a un lieutenant le tout bateau, dans chaque coin de rue qui a surveillé. Moi, je me rappelle, et nous avons fait un focus group avec deux monde dans le quartier. Il a fallu obtenir la bénédiction, l'autorisation du chef de gang pour nous faire focus group là. Puisque c'est méthode mixte nous avons utilisé dans le cas d'étude ça, les a passé un questionnaire d'enquête, eh bien les gens s'étaient présentés par dizaines, on les noté 75, qui là parce que vous pensez son projet Calvini, tout le monde dit, mais les lieutenants, les satrapes de chefs de gang, ils étaient là pour contrôler ce que les gens allaient dire. Donc contrôle là, il est beaucoup plus féroce que l'entente de dictature. Et les gangs, justement, ils ont un rôle fondamental à jouer pour le système. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'organiser vraiment de véritables manifestations populaires et avec la participation des gens qui habitent les quartiers populaires. Parce qu'il faut que les chefs de gang donnent leur autorisation. Et pour que les chefs de gang donnent leur autorisation, il faut les monnayer. Donc, c'est-à-dire, présence gang, naissance, fonctionnement dans le quartier, il y a un bagage qui est beaucoup plus rigide que l'autre état dictatorial. Malheureusement, des ressources sont rares dans l'université et dans le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère des Affaires sociales pour faire études sur ce qui a passé dans le quartier. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de faire une monographie, de faire une enquête pour produire une monographie sur la violence dans 3 quartiers et qui gagnent gang Port-au-Prince. Mais là, j'ai dû développer des stratégies vraiment pour obtenir les informations. Mais les populations, on peut avoir l'impression que ce sont des populations opposées à l'État, qui n'aiment pas l'État. Ce n'est pas vrai. Mais c'est des gens qui sont sous contrôle. C'est des gens qui sont sous contrôle et qui sont systématiquement contrôlés. D'ailleurs, je vous dis, pour n'importe quoi, la peine de mort est... Par exemple, il y a... Ça dit là, c'est important parce que la peut mettre souvent en question, qui était très agitée pendant un certain temps. Il y a des gens dans la société qui croient que pour résoudre le problème et gang dans des quartiers, c'est un débarquer et puis détruire tout le quartier à tout le monde qui a donné. Parce qu'il faut comprendre que Mounio c'est des complices gang parce que il y a des vidéos qui ont montré que Mounio et des gangs capturé des policiers. Donc ils ont fait monde qui habitait dans le village ça parce qu'il faut comprendre que son monde pas gang pour être dans le village là on va quitter. Est-ce que des fois mon même victime d'incapacité de quitter le village là? Non, n'importe quoi. C'est-à-dire moi-même moins pas nier le fait que y a des gens qui ont des difficultés pour quitter des zones. Moi, je connais deux exemples dans 2 quartiers, comme pas cité, que pour nous sauver, c'est dans l'église que je dis aller. Je dis aller dans la veille de prière. Et malgré ça, c'est surveillance. Et pour sortir, c'est pipi, je dis aller, pipi, on gens pour filer pour quitter le quartier. Parce qu'il y a des gens qui quand même arrivé vider, quitter le quartier pour échapper en bas contre le gang.
Bon, moi, pas quoi que ce n'est pas la solution, et c'est même ça que je dis tout à l'heure. Moi, pas penser que résoudre le problème piqûre moustique là, c'est écraser moustique. Non, je ne pas penser ça. Moi, penser et que nous avons des bagages qui dérapent. Bagaille nous avons dérapé, c'est que l'État n'arrive à offrir aucun service aux citoyennes et à la majorité des citoyennes et des citoyens. C'est-à-dire, des gens qui sont malades aujourd'hui, qui s'en vont vers Chancerelle, aucun service. Qui s'en vont vers l'hôpital général, aucun service. Qui s'en vont vers l'hôpital La Paix, aucun service. Des professeurs, des lycéens qui sont systématiquement dans la rue, chaque année, il y a demandé pour payer, l'État pas occupé. La question de la sécurité, tout le monde achète sa sécurité. C'est-à-dire que chacun, il a un agent de sécurité pour le business, il a un agent de sécurité pour la CAILI. Donc la sécurité de la population est compromise. Et monsieur qui est ministre, là, qui est directeur général, qui est chef là, lui-même, il ramasse 5 policiers, ou bien leader politique là, il ramasse 5 policiers pour la sécurité. Ou bien il y a un propre gang pour sécuriser. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que... Et les hommes d'affaires aussi. Les premiers. Les premiers. Et chefs de gang, ils ont évolué dans des zones. Les premiers, parce que, et c'est un bagaille qui passait dans plusieurs espaces côté gang. Certains gangs se sont convertis en fondation. Et certains gangs se sont convertis en fondation. Et là encore, je ne vais pas citer Katia. Parce que là, il y a plusieurs fondations. Et fondation, ça, chaque fois, c'est fête chef gang, ou bien chaque fois, il y a une fête religieuse, par exemple, fête Immaculée, ou bien une fête Saint-Antoine dans la zone, et bien, ils ont un projet, ils mettent l'entreprise là. Et l'État aussi. Oui. Alors, comme nous avons parlé des chefs d'entreprise, ils ont le chef d'entreprise là, comme ça pour le faire. Parce que le s'il n'a pas fait ça, il n'est pas responsable de sécurité dans la zone godelière. Mais tout ça, c'est parce que nous avons perdu l'État. Et nous avons perdu cette institution-là qui devait pouvoir exercer la violence légale rationnelle. Bon, on y a symptômé. Même non seulement les gangs ont récupéré le monopole de la violence et l'État dans la zone godelière, mais ils ont aussi récupéré le monopole et de la perception fiscale. Ah, absolument, oui, absolument. Qui fait partie des violences là? Qui fait partie des violences légales? Donc c'est-à-dire que l'État ne contrôle plus son territoire, l'État n'a plus le monopole de la violence légitime et légale, l'État n'a plus le monopole fiscal, l'État n'est plus. Ah, il a quand même, oui. Parce que c'est le modèle libéraliste classique là, que l'État qui est là pour protéger et servir. Protéger les vies des possédants, les biens des possédants. Si on ne doit pas l'État, on nous mobilise des milliers de timachans, des milliers de chauffeurs de moto, des milliers d'étudiants parce que c'est les nouveaux acteurs historiques. Non armés et inoffensifs. Pour y les devant champ de masse là, pour y dire comme ça, nous voulons sécurité, nous voulons de l'eau, nous voulons travail. Nous doit seulement dire nous voulons travail, nous voulons sécurité, nous voulons manger. Bon, des étudiants, des élèves, des lycéens qui sont dans la rue et qui demandent la présence de professeurs dans les salles de classe. Ou t'es ça policier a été fait élève Jacques Mella, monsieur Simoyo, ou ça a été fait élève Jacques Mella, mais son élève sans défense. L'État ça, là chaque fois qu'on veut questionner domination néolibérale là, chaque fois qu'on dit l'État nous besoin pour nos services, nous besoin pour l'école, nous besoin pour l'éducation, nous besoin pour santé, nous besoin pour sécurité, nous besoin pour travail. Mais chaque fois qu'on dit ça, et mais l'État sorti griffli, il joint de l'eau grattée, il joint de gaz lacrymogène, il joint de balle en caoutchouc. Et monsieur rapide, il couru rapide, il est capable, il a toute position pour y prendre. Mais quand il s'agit d'affronter d'autres groupes armés, il n'est pas efficace. Où le rapport de force est disproportionné d'ailleurs. Parce que l'autre n'a pas des armes. Par exemple, là nous avons sans armes même. Mais par exemple, il y a des policiers qui ont une balle à la tête. Quoi. Nous songeons dans nos manifestations comment descendre sous la LUA et qu'ils ont foncé de machines sous deux chauffeurs moto et puis ils ont tué. Okay? Donc, alors cet état-là, il est très violent. Il est très violent, non seulement... Comme dirait Achille Mbembe, c'est l'État qui mangeait citoyens au lieu de manger. Nous, non, système pour me prendre concept que Mbembe travaille là, la nécropolitique. C'est la politique de la mort.
La politique de la mort, même B travaille, c'est ça très bien, les nécropolitiques. Ce qui nous fait voir, c'est que l'État, il y a un ensemble de populations que nous avons les surnuméraires que l'État n'a pas besoin. Les personnes handicapées. Qu'ont fait les personnes handicapées qui vivaient à la piste pour qu'ils ouvrent balle sur eux, bouler côté autorité sous prétexte pour dire abriter gang? Et puis ensuite, le envoyé dans l'Elma 95, dans l'école côté envoyé, et puis on dit pour aller examen et pour aller examen 9e année fondamentale, il faut déguerpi. On n'a plus besoin d'être tétraplégiques, des paraplégiques, des boiteux, des manchots, parce que c'est une charge pour l'État. L'État libéral, l'État néolibéral que vous avez, il n'y a pas de budget pour ça. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin de vaccins pour faire réduire l'espérance de vie, comme il n'y a pas de vaccins qu'on y a. Je ne sais pas. Mais, si nous entrons dans la logique même BA, c'est que ça, nous là-dedans, nous avons une logique de nécropolitique. C'est-à-dire qu'il y a des populations, même si ils mettent du feu à la caillou. Nous sommes plus utiles à l'État. Ouais. Même si ils mettent du feu à la caillou, même si ils ferment l'école, ils ne pas qu'à l'école, même si ils réfugiés dans leur propre pays, dans le sens sportif là, dans Kaipé là, dans Solino, l'État n'a que faire de ça, parce que nous avons une logique comme on prend même B, nous avons une logique nécropolitique là. Et moi je crois, c'est que les citoyens, ils ont une obligation, un devoir. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'État a révélé si violent. L'État que nous avons gagné, l'État de la révolution industrielle en Angleterre au 19e siècle, était aussi un État ultra violent. C'est qu'il y avait cette loi contre le vagabondage. C'est-à-dire des paysans, des paysannes qui ont saisi que les capitalistes saisi pour être capables de faire usine, pour faire industrie, ils sont obligés de venir vivre la ville. Et là, ils viennent vivre la ville, ils sont obligés à le travail pour patron. Et peut-être ça, l'État a pris une loi contre le vagabondage, personne ne doit flâner dans la rue, ils ne sont pas de travail. Et c'était un État extrêmement violent. Et Manchester, qui s'allie aujourd'hui, il était en Cité Soleil dans le 19e siècle. Il y a un paquet de maladies qui n'ont pas encore de traitement pour eux. Les gens ont mouru de tuberculose. Le grand Karl Marx souffrait de tuberculose, il a perdu et de membres de la famille qui souffrent de tuberculose. Il y a plusieurs maladies qui n'ont pas de traitement pour eux. Et l'État a refusé de faire de recherche, tout, offrir service pour les populations. Ce n'est pas la première fois. Mais il se trouve que les gens se sont organisés. Et organisation, ça a été possible parce que les intellectuels, ils avaient rompu. Ils avaient comblé la distance, ils avaient comblé le vide pour se rapprocher des citoyennes et des citoyens, pour comprendre et pour accompagner dans la construction de l'autre l'État. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la nécessité que nous avons. La nécessité pour nos chercheurs, nos universitaires, nos scientifiques, pour nos élites, la nécessité de cesser de voler ceux qui occupent des postes dans l'administration publique et qui ne sont pas honnêtes, de cesser de voler la population, de cesser de se comporter comme ennemis de la population pour se rapprocher de cette population-là et pour construire une alternative pour que nous ayons l'autre État. Mais eux aussi, ils sont dans une grande précarité. Qui? Les intellectuels, les chercheurs, les cadres de l'administration publique. Même pas quoi au besoin. Alors, il faudrait qu'ils soient aisés pour accompagner la population. Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être aisés. Au contraire. En fait, précarité, des fois, le ménéo fait des choix et que le système contraint à faire des fois. Ils ont choisi de faire. Sinon, tout le monde qui est dans la précarité a fait même mal là. Les gens qui choisissent de faire, choisissent de faire. C'est comme pour les gangs. Ils choisissent de faire, même pas quoi c'est précarité avec bah, ils fait. Il y a des gens quand même qui vivent dans la précarité qui sont honnêtes. Moi, je connais des professeurs à l'université, je connais des chercheurs, je connais des professionnels, je connais des techniciens qui sont honnêtes et qui ont fait travailler et qui ont demandé pour payer pour ça ou faire. Okay? Je connais des gens. Ce n'est pas parce qu'il y a précarité, mais c'est comme si chef gang dans dit là, eh bien, c'est une victime, etc. Ça fait ça. Eh bien non. Mais si vous occupez... Il y a quand même un choix qui a été fait. Ah ben il y a un choix qui a été fait. Ben, écoutez, mais si vous êtes, si vous êtes à un poste, vous êtes président de la République ou bien vous êtes chef de gouvernement, vous êtes ministre des Affaires sociales par exemple. Et vous savez ce qu'il vous faut pour vivre comme être humain. Et en complicité avec supérieur, vous choisissez les gens qui sont handicapés dans la caisse d'assistance sociale là, 1500 € par mois.
Et vous savez pertinemment que cette personne-là ne peut pas subsister avec 1500 gouttes par mois. Et parfois, on ne sait pas même recevoir 1500 gouttes là régulièrement. Et c'est tout récemment, c'est avec Capem, il était passé 1500 gouttes, c'est 1000 gouttes l'été. Donc il y a un choix que vous avez fait. Vous avez fait un choix d'ignorer, de mépriser, de méconnaître les droits de vos concitoyens et concitoyennes qui doivent avoir de l'eau pour y boire, qui doivent avoir de l'eau pour y obéir et qui doivent avoir un côté pour y arrêter. Donc, pas venir dire que c'est précarité qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est sciemment que vous avez choisi de ne pas défendre les droits de la veuve et de l'orphelin. Donc, en effet, nous faisons une très belle rallye et sur la question de violence. Là. Ouais. Donc, au fait, au moins, nous fait de construire dans le cadre de l'émission, c'est de construire l'idée que les gens qui, même ces chefs de gang, fait comprendre que c'est pas faute chose, ces amis mettent dans la main. C'est vrai que nous reconnaissons que c'est le résultat d'une forme d'inégalité sociale que l'État a lui-même administré, mais en même temps, c'est prolongement de cette violence d'État et dominé et de cet appareil d'État dominé par les plus riches qui parlent nous les gangs qui parlent nous phénomènes ça et c'est très important à ce que nous protégeons d'éclairage ça pour le public là pour que bien comprendre ça n'a vivre là pour que suspendre des mauvaises paroles et faire mauvais choix tout parce que au fait à un moment de la durée on va devoir s'asseoir et réfléchir effectivement comment pour nous organiser le pays ça de telle sorte que chaque grain haïtien capable de vivre dans le pays et de façon dignement. Absolument. Moi je pense que c'est le choix à faire parce que il est trop facile pour les gens et à organiser pour faire payer à ces bons comptoirs. Les gens qui sont riches là, qui ont commerce, qui ont importation, import-export, payer à son comptoir pour eux, ils ont juste viennent vendre la donne et puis ils comme à l'étranger. Mais ces mêmes gens, nous ne sommes pas capables de condamner les mauvais riches que nous gagnons sans nous pas condamner mauvaises élites intellectuelles, ministres, chefs de gouvernement et directeurs généraux de chefs d'entreprise que nous gagnons, qui au même tout. La première chose, vous avez été nommé directeur du lycée Pétion, ou bien vous avez été nommé ministre de la Santé publique, vous avez été nommé directeur de l'hôpital général. Donc vous êtes appelé à offrir un service non, mais à quand une vous êtes malade, il faut prendre soin dans l'hôpital général. Mais vos enfants, ils doivent l'école lycée Pétion, tous ceux qui sont dans l'école ça. Mais si vous êtes recteur de l'université, professeur à l'université, mais vos enfants, ils doivent être à l'université. Dans l'université d'État qu'il y a, c'est là pour y tailler tout. Il devrait y avoir une loi qui dise que c'est là pour y tout. Non, mais non, vous ne faites pas ça. Donc, quand vous êtes malade, eh bien, vous faites venir un hélicoptère ou une assurance qui vient pour aller prendre soin dans l'autre pays. Et pourtant, vous êtes ministre de la Santé. Et pourtant, vous êtes directeur de l'hôpital général. Mais vous n'avez pas qu'à prendre soin qu'il a dedans. Mais comment on fait charger pour le bailler soin à l'autre citoyen? Bon problème éthique là. Les citoyens, les égal avant devant la loi. Absolument. République là. Ouais. Donc moi je pense que nous ne sommes pas capables de plaindre seulement les oligarques, tout le temps on a parlé d'oligarques corrompus, etc. Mais et ces élites que nous avons dans l'administration publique, et ces élites que nous avons dans l'administration privée, et ces gens qui font de ce pays... On parle de nouveaux oligarques aussi, de politiciens qui font beurre dans l'État. Et ces gens-là qui font du pays un comptoir, on rentre, puis on fait quoi? Puis on dépenser le Saint-Domingue, puis on dépenser aux États-Unis, puis on dépenser le Canada, ou bien dépenser de l'autre côté, puis acheter de l'autre côté, etc. Mais regardons-nous en face, en regardant dans la glace là, pour voir. Et je pense que ce que nous avons à faire, justement, c'est que nous devons nous rappeler que nous avons un point commun. Nous avons une intersection, c'est Haïti chérie. C'est notre pays. Et peu importe quand on arrive avec quantité de millions qu'on gagne, quand tu dis que tu es haïtien, et quand on projette à la télé une image qui fait voir ta face, tu devrais baisser la face, tu devrais baisser la tête, parce que tu devrais avoir honte. Parce que ça ne va pas chez nous. Et quand ça ne va pas, moi j'ai une responsabilité là-dedans. Nous tous avons certaines responsabilités là-dedans. Et moi j'invite tout le monde à faire en sorte que pour nous rejoindre ces éternelles victimes de la violence structurelle, pour nous tendre, pour nous comprendre, pour nous accompagner, surtout. Et pour nous connaître qui ça n'a fait ensemble, parce qu'il nous faut un autre pays, un autre État, qui a toujours une violence certainement, parce qu'il n'y a pas de société sans violence. Mais
une société où nous pouvons vivre ensemble. Où il y a un minimum vivable entre les citoyens. Avec moins de malaise social. Merci, professeur Eleonore Louis. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'est à moi de vous remercier et je remercie également tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi l'émission. Et moi, je souhaite que. Moi, pas de faire un exercice intellectuel dans l'émission. C'est juste que c'est ma participation comme citoyen et c'est un appel du fond du cœur que je lance. Parce que moi, j'aurais pu faire le choix de rester à l'étranger aussi, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Eh ben, nous avons choisi de vivre ici. Et il faut nous faire gens pour nous aider pour créer l'autre ici. Parce que l'autre ici est possible. Merci, professeur. Merci d'être passé. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi. Nous dit tout le monde qui était branché, merci. Et du fait que tu es branché, nous espérons que l'émission était pour un éclairage nouveau pour vous sous thème qui t'a traité. Nous dit rendez-vous demain pour l'autre édition tout aussi intéressante. Au revoir. Bye bye.